Washington accueille ce jour des représentants libanais et israéliens dans le cadre des négociations entre le Liban et Israël. Sauf que le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, reste catégorique. Il rejette fermement les pourparlers avec Tel Aviv et refuse tout désarmement. Quels sont, à votre avis, les objectifs principaux recherchés par l'administration américaine en convoquant ces pourparlers à Washington ? Je crois que c'est une première déjà depuis plusieurs années d'avoir les États-Unis qui s'intéressent à nouveau au cas du Liban et d'Israël avec évidemment le Hezbollah qui n'est pas invité et qui rejette toute négociation avec l'État israélien. Pour Washington, je pense que l'idée est de dire nous avons tout essayé, malheureusement le Hezbollah n'est pas ouvert au dialogue, donc vous avez carte blanche, Israël en l'occurrence, pour continuer les frappes sur le Liban et continuer d'affaiblir le Hezbollah implanté au Liban depuis de nombreuses années. J'ai l'impression que ce sont des négociations pour permettre davantage l'utilisation de la force par la suite plutôt que de réelles négociations entre le Liban et Israël, avec la question bien sûr des frontières israéliennes et des zones tampons, puisqu'on a vu la volonté maximaliste de certains membres du gouvernement Netanyahou de vouloir annexer purement et simplement une grande partie du Sud-Liban pour assurer la sécurité de l'État hébreu. Alors, Alexis Poulain, peut-on dire que cette rencontre à Washington est une perte de temps si le Hezbollah campe sur sa décision? Et dans quelle mesure la pression militaire exercée par Israël pourrait-elle influencer la position de la délégation libanaise? Oui, je pense qu'on ne peut pas attendre grand-chose de ces négociations. Quand on voit d'ailleurs ce qui s'est passé avec les négociations avec l'Iran, là, Liban-Israël, je pense que ça n'ira pas vraiment très loin. Peut-être quelques points sur le respect du droit international, la protection des journalistes, des travailleurs de santé, des populations civiles. Mais sinon, on a l'impression d'un gain de temps ou du moins d'une excuse pour ensuite donner carte blanche à Israël dans ses opérations au Liban contre le Hezbollah. Jusqu'à présent, le Hezbollah n'a pas montré de volonté de dialogue. Il ne souhaite pas désarmer et ça reste le problème numéro un qui fait qu'aujourd'hui Israël frappe le Liban de manière intensive et ces frappes risquent de s'intensifier avec les réponses du Hezbollah. Alors, le chef du mouvement chiite pro-iranien a exhorté l'État libanais à assumer un rôle actif dans la défense nationale, accusant ses dirigeants de céder aux pressions américaines et israéliennes, voire, je cite, de poignarder la résistance dans le dos. Quel rôle le Hezbollah joue-t-il dans les discussions actuelles malgré son absence formelle à la table des négociations ? Je pense que le Hezbollah essaye de montrer que ces discussions n'ont pas lieu d'être tant que le Hezbollah n'est pas à la table des négociations et que surtout l'État libanais essaye de trouver une porte de sortie pour se débarrasser en quelque sorte du Hezbollah en expliquant que lui souhaite maintenant la coopération avec Washington et avec Tel Aviv. Or, le Hezbollah n'est pas du tout dans cette logique et il est dans la lutte armée et il compte bien le rester, ce qui fait que ces négociations, à mon sens, n'ont que très peu de chances d'aboutir, si ce n'est par une sorte d'accord tacite sur le fait qu'Israël pourra continuer les opérations au Sud-Liban. Alors justement, quel pourrait être l'impact potentiel sur la situation humanitaire au Liban si ces pourparlers venaient à être un échec ? C'est la suite du déplacement massif de population. C'est évidemment le risque de voir un traitement du Sud-Liban comme a été bombardé, pilonné Gaza, c'est-à-dire une destruction systématique des villages et de toute forme d'infrastructure. Et puis le risque évidemment de voir l'escalade et les frappes se multiplier sur Beyrouth, là où le Hezbollah pourrait se replier avec évidemment le spectre de davantage de populations civiles touchées. On compte déjà des millions de civils morts ou blessés de par les frappes israéliennes et malgré les condamnations internationales, ça n'arrête pas l'État hébreu dans sa volonté de lutter contre le Hezbollah, quel qu'en soit le prix d'ailleurs en matière de pertes civiles. Alexis Poulain, avec vous, on continue de parler de la situation au Moyen-Orient, mais cette fois-ci, on évoque le cas de l'Iran. Donald Trump a ordonné un blocus naval des ports iraniens, ce dernier étant entré en vigueur ce lundi 13 avril. Quelles en sont les premières répercussions sur le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz aujourd'hui ? On a vu déjà des navires faire demi-tour, se bloquer dans le détroit d'Ormuz.
Le but de la manœuvre de Donald Trump, c'est de faire pression sur le régime iranien pour récupérer une mainmise sur le détroit d'Ormuz qui est totalement contrôlé par les Iraniens. Et derrière, le calcul de Donald Trump est qu'il y a une flotte internationale en dehors d'Ormuz qui va pouvoir s'approvisionner en pétrole auprès des États-Unis notamment pour essayer de compenser la perte sèche de ce blocus. Mais ça ne suffira pas évidemment. Le problème, c'est la hausse du prix du baril et un risque accru, encore une fois, de crise énergétique, alors que les partenaires des États-Unis s'attendaient quand même à un assouplissement sur Ormuz et à un retour du commerce international, compte tenu du cessez-le-feu, fragile mais réel. Donc là, on se retrouve à nouveau dans une sorte de bras de fer qui va mettre en danger les équilibres internationaux du commerce. Parlant de bras de fer, jusqu'où ce bras de fer pourrait-il aller, notamment face à une économie mondiale qui s'asphyxie ? Eh bien, il peut aller très loin, puisque du côté des États-Unis, ils savent très bien qu'ils ont des ressources suffisantes. Ils peuvent utiliser cette guerre en Iran pour faire pression à la fois sur l'Iran, évidemment, en premier lieu, mais aussi sur leurs alliés de l'OTAN qu'ils trouvent trop fragile, trop lointain et pas assez proche des intérêts américains. Donald Trump s'est attaqué aujourd'hui à Giorgia Meloni, il s'est attaqué à Emmanuel Macron par le passé, mais on voit très bien que du côté des Européens et des alliés de l'OTAN, il n'y a pas de volonté de se joindre aux États-Unis dans la guerre contre l'Iran, parce que c'est le risque évidemment de voir une escalade et de voir les intérêts européens ciblés dans la région. Donc Donald Trump fait pression en montrant clairement qu'il n'en a rien à faire si aujourd'hui l'Europe se retrouve dans une crise énergétique grave, sachant que l'Europe a choisi de se couper également de l'énergie russe depuis les nombreuses sanctions. Donc on est dans une situation en Europe extrêmement délicate. Alors les négociations tenues à Islamabad ont été infructueuses, elles se sont achevées sans accord. Selon vous, qu'est-ce qui a réellement fait dérailler ce qu'on pourrait qualifier de tentative de paix ? Je pense que chaque partie avait des points et des lignes rouges importantes et sur lesquelles il ne souhaitait pas revenir. Côté iranien, c'est assez clair. Ils se sont fait trahir lors du premier round des négociations, avant les premières frappes israélo-américaines. Jared Kushner et Steve Witkoff étaient en train de discuter avec la délégation iranienne, et donc les négociations étaient en cours, notamment sur le nucléaire iranien. Donc, partant de cette première expérience extrêmement dramatique, les Iraniens ne souhaitent pas négocier à la légère, et particulièrement avec des émissaires qu'ils ont déjà vus et qu'ils connaissent, qu'ils ont accusés de les avoir poignardés dans le dos. Côté américain, les demandes sont toujours les mêmes, elles n'ont pas bougé, c'est-à-dire un arrêt pur et simple du programme nucléaire iranien, mais maintenant aussi un bras de fer sur Ormuz avec la volonté de récupérer aussi une partie du contrôle du détroit pour assurer un contrôle du commerce international du pétrole. Là encore, ligne rouge, et donc une partie comme l'autre ne veulent surtout pas se mettre d'accord sur des points qui ne sont pas des points d'accord, qui sont vraiment là les points qui font qu'aujourd'hui on est dans cette situation totalement bloquée où toute escalade d'ailleurs est possible. Alors vous faites bien de le mentionner, Alexis Poulain, ce qui aurait davantage creusé le fossé selon les médias américains, citant des responsables proches des négociations, serait le refus par Téhéran d'une suspension de 20 ans de son programme d'enrichissement d'uranium proposé par Washington contre un allègement de sanctions. Téhéran, de son côté, aurait proposé en retour une suspension de 5 ans. Comment analysez-vous cela ? C'est clairement, encore une fois, les lignes rouges du régime iranien qui ne souhaite pas abandonner son programme nucléaire et qui ne souhaite pas montrer qu'il va obéir si facilement à la force américaine. Qu'est-ce que ça dit, ces négociations ? Que l'opération Epic Fury de Donald Trump n'a pas atteint sa cible, pas plus que les bombardements l'an dernier avec des bombardiers furtifs des installations nucléaires iraniennes, et que l'Iran a organisé les conditions d'un affrontement direct avec les États-Unis depuis des années, et souhaite aller jusqu'au bout en disant nous ne négocierons pas, par contre vous allez négocier avec nous, et nous avons la main haute sur le détroit d'Ormuz, mais aussi sur notre programme nucléaire, tout comme sur notre capacité de frappe qui a certes été diminuée par les frappes américaines mais qui existe encore, d'où ces négociations qui ont reprise, même si elles ne mènent nulle part actuellement.
Alors parlons de négociations, justement, un possible nouveau round de discussion dès cette semaine ou la semaine prochaine n'est pas exclu, mais avec la trêve actuelle qui expire le 22 avril, pensez-vous qu'une autre voie diplomatique crédible, entre guillemets, soit envisageable? Oui, avec Donald Trump, c'est toujours possible. Vous savez, il utilise à la fois la force et la diplomatie de manière alternative pour arriver à ses fins et avoir un deal. Ce qui va pousser Donald Trump à un accord, si accord il doit y avoir, c'est simplement les indices boursiers et les marchés qui vont s'affoler si le détroit d'Ormuz reste bloqué et si les combats reprennent avec haute intensité à partir du 22 avril. Et là, on va rentrer dans un moment très difficile puisque cette opération ne devait durer que quelques semaines et la question de l'envoi de troupes au sol va fortement faire pencher la balance en défaveur de Donald Trump, qui est déjà attaqué par sa base MAGA aux États-Unis dans une année de midterm. Donc là, on pourrait rentrer dans un vrai sujet de politique des États-Unis qui va pousser Donald Trump peut-être à négocier ou du moins à temporiser en attendant les midterms avant de reprendre le bras de fer avec l'Iran. Mais l'Iran sait très bien cela et c'est d'ailleurs pour ça que des négociations sont toujours possibles et risquent de reprendre dans les jours qui viennent. Merci pour votre analyse, Alexis Poulain. Je le rappelle, vous êtes cofondateur du média Le Monde Moderne et vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Merci une fois de plus. Jamal Wakim, bonsoir. Washington accueille ce jour des représentants libanais et israéliens dans le cadre des négociations entre le Liban et Israël. Sauf que le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, reste catégorique. Il rejette fermement les pourparlers avec Tel Aviv et refuse tout désarmement. Quels sont, à votre avis, les objectifs principaux recherchés par l'administration américaine en convoquant ces pourparlers à Washington? Bonsoir. Je crois que ce que les Américains sont en train de faire, c'est une manœuvre pour séparer le front libanais du front iranien pour le moment et pour mettre le Liban totalement sous l'influence et l'hégémonie américaine avec des conditions israéliennes de désarmement du Hezbollah. Mais je crois que ces négociations ne vont pas aboutir à des résultats parce que, en fin de compte, c'est celui qui contrôle le terrain qui pourrait déterminer le destin des négociations. Et en ce temps-là, jusqu'à ce moment, c'est la résistance libanaise et le Hezbollah qui sont en train de combattre contre l'armée d'occupation israélienne qui tiennent la carte. Je crois que les États-Unis essayent d'utiliser la carte libanaise pour essayer de faire un chantage aux Iraniens qui ont insisté sur le fait qu'il n'y aurait pas un cessez-le-feu avec l'Iran sans un cessez-le-feu dans tous les fronts alliés, y compris le Liban. Maintenant, quand la première session de négociation entre les Iraniens et les Américains à Islamabad n'ont pas réussi ou bien n'ont pas abouti à des résultats clairs, les États-Unis essayent de faire ce manœuvre. Mais comme il y aurait des négociations entre les deux parties dans les jours à venir, je crois que les Américains pourraient même sacrifier la carte libanaise pour en tenir compte des conditions iraniennes pour un cessez-le-feu et un deal total dans la région. Alors, pour ne pas revenir sur certains points que vous avez évoqués, Jamal Wakim, peut-on dire que cette rencontre à Washington est une perte de temps si le Hezbollah campe sur sa décision et dans quelle mesure la pression militaire exercée par Israël pourrait-elle influencer la position de la délégation libanaise? Bien sûr, tant que Hezbollah résiste à l'occupation israélienne, je crois qu'il n'y aurait pas
que le Liban ne va pas tenir en compte les conditions israéliennes. Bien sûr que Israël essaye de changer la balance de force sur le terrain et pour prendre des cartes, pour les utiliser dans les négociations. Mais tant que le Hezbollah n'a pas, comment dire, accepté ou bien il est toujours dans le combat, je crois qu'il n'y aurait pas un succès israélien au Liban. Il y avait une autre tentative il y a 43 ans, même avant le Hezbollah, quand les Israéliens ont essayé d'imposer leurs termes de paix au Liban. C'était en 1983, mais avec la résistance libanaise qui était menée par des communistes, par des nationalistes et d'autres partis, ils ont réussi à écrouler l'occupation israélienne et le traité qui était signé en 1983 n'a pas n'a pas été appliqué en fait. Maintenant, tant que la résistance fait le combat à l'armée de l'occupation, tant qu'elle résiste, je crois que le gouvernement libanais ne peut pas enforcer un paix à conditions israéliennes au Liban. Très bien. Quel pourrait être, selon vous, l'impact potentiel sur la situation humanitaire au Liban si ces pourparlers venaient à être un échec? Bon, on est déjà sujet d'agression israélienne. Je ne crois pas qu'il y aurait une escalade parce que, en fin de compte, les Américains vont s'asseoir avec les Iraniens et les Washington crève pour un traité avec les Iraniens comme elle se prépare, comme Donald Trump se prépare à des pourparlers avec les Chinois dans les semaines à venir. Alors il ne peut pas aller en Chine tant qu'il a le front au Moyen-Orient ou la guerre inachevée dans le Moyen-Orient. Et pour cette raison-là, je crois que dans les 2 jours à venir, il y aurait une autre session entre les Iraniens et les Américains. Et ce qu'on voit maintenant comme escalade israélienne au sud du Liban et en même temps des tentatives de séparer la voie libanaise de la voie iranienne ne va pas avoir succès, ne va pas réussir et je crois qu'en fin de compte, il y aurait un cessez-le-feu partout dans la région si les États-Unis ont besoin de ce traité de paix pour terminer tous les conflits dans la région. Merci pour votre analyse, Jamal Wakim. Je le rappelle, vous êtes professeur d'histoire contemporaine et de relations internationales à l'Université libanaise. Vous étiez avec nous en direct depuis Beyrouth.